Smart et Réglo avec Sonia Yangui qui a le sourire. Je la salue. Vous allez bien? Bonjour, merci. Oui. Experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. C'est un plaisir de vous accueillir. On en parle beaucoup de cette sortie de crise, mais il y a un petit côté comme ça en attendant Godot. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup et on n'a pas beaucoup de précisions sur la manière dont les chefs d'entreprise, les dirigeants vont devoir commencer à payer et à organiser le paiement de leurs cotisations. D'abord, quelles sont, commençons par le début, les mesures envisagées tout simplement sur les congés payés? Alors oui, effectivement, on a maintenant une loi qui est passée le 31 mai 2021 qui a prolongé un certain nombre de mesures. Alors concrètement, par rapport aux congés payés, il y avait déjà une ordonnance du 25 mars 2020 qui prévoyait la possibilité pour l'employeur d'imposer la prise de congés payés ou de modifier les congés payés des salariés dans la limite de 6 jours, et ces mesures devaient prendre fin au 30 juin 2021. Donc cette loi du 31 mai a prolongé cette possibilité jusqu'au 30 septembre 2021. Alors, et elle a même augmenté un petit peu le plafond puisqu'on passe de 6 jours à 8 jours. Voilà. Bon. Après, il faut mettre en place quand même un accord d'entreprise ou de groupe. Donc, c'est pas non plus simple. C'est pas une décision c'est lourd, seule, voilà, que l'employeur peut prendre seul. Mais c'est pas un trait de plume. Mais voilà, il faut une négociation. Voilà. Après, sur les RTT ou les jours de repos, on a également une mesure similaire où l'employeur va pouvoir imposer la prise de ces jours RTT ou de repos, mais cette fois-ci sans accord d'entreprise. Donc il peut le faire par décision unilatérale. Il y a quand même des conditions à respecter. Il faut expliquer que c'est assez logique quand même, c'est pas une mesure autoritaire, c'est qu'il y a tellement de décalage qu'il faut à un moment donné écluser. Il faut poser des jours, parfois même les imposer, mais il y a quand même des garde-fous puisque il faut que ça soit que l'intérêt de l'entreprise soit justifié eu égard aux difficultés économiques liées au virus. Il faut que le CSE soit consulté, même si son avis ne lie pas l'employeur, néanmoins il est quand même consulté. Et il faut également respecter un délai de prévenance d'1 jour franc avant de pouvoir imposer les jours. Il y a la question du travail dominical, on l'évoquait hier avec un avocat qui nous expliquait qu'il y avait tout un maquis de dérogations extrêmement complexe. Ça, c'est un casse-tête pour vous. Tout à fait. On a clarifié les choses ou pas là, sur le travail dominical, ou on les a complexifiés? Alors, disons qu'il n'y a pas réellement de changement. Vous-même, c'est un casse-tête. Quant aux mesures, effectivement, il y a plusieurs cas de dérogation au travail dominical. Ce qu'il faut retenir, c'est que la ministre du Travail a fait une annonce par communiqué de presse informant qu'elle a demandé au préfet d'accepter aux dérogations exceptionnelles. Attention, c'est quand même une ouverture à des concertations locales, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va être uniformisé sur tout le territoire. Ça va être vraiment... Ouvrez des concertations locales avec vos acteurs du secteur territorial et essayez d'accepter le maximum de dérogations. Alors, attention, c'est le préfet qui tranche là. C'est le préfet qui tranche avec les acteurs locaux. Mais attention, parce que toutes les garanties qui sont prévues par le Code du travail, à savoir on ne peut pas imposer aux salariés de travailler le dimanche, donc c'est sur la base du volontariat. Le fait de ne pas pouvoir sanctionner un salarié qui refuserait de travailler le dimanche, tout ça, ça reste applicable bien évidemment. Donc le cadre de base reste applicable, mais c'est vrai que l'objectif, c'est quand même d'éviter d'essayer de rattraper la perte de chiffre d'affaires qu'ont connu les commerces en accélérant un petit peu le travail du dimanche et aussi en essayant de permettre un flux de clientèle qui va aussi se positionner le dimanche. Ah oui, c'est en général là où on a un peu de temps libre et ça avait suscité un vif débat. Concernant la simplification par rapport au prêt de main-d'œuvre, qu'est-ce qui va changer là? Alors, le prêt de main-d'œuvre, il y a eu là encore des mesures qui avaient été prises depuis juin 2020 maintenant. L'idée, effectivement, c'était de simplifier le prêt de main-d'œuvre parce que le prêt de main-d'œuvre, c'est la mise à disposition de personnel pour une tâche précise. C'est quelque chose qui est très réglementé et qui, si on ne respecte pas les règles, on en risque un délit de marchandage avec des peines assez élevées. Donc voilà, l'objectif, c'était un peu de faciliter le formalisme. Donc par exemple, une convention de prêt de main-d'œuvre, normalement, c'était une convention par salarié. Maintenant, on peut mettre plusieurs salariés dans une même convention. Donc ça va plus vite, c'est moins lourd à organiser. C'est moins lourd, un formalisme un peu plus léger, mais attention, temporaire là encore, puisque c'est jusqu'au 30 septembre 2021. Donc ça veut dire que la personne au service des RH doit faire une fiche, ou en tout cas remplir un document par salarié, et j'imagine que tout ça doit être envoyé à multiples organismes. Aux différents partenaires, c'est-à-dire aux entreprises concernées qui vont avoir les salariés mis à disposition. Et là encore, par exemple, il
faut aussi faire des avenants au contrat de travail des salariés. Là, on doit préciser normalement les horaires précis. Là, on nous dit, bon, bah, vous mettez un volume d'heures global, on s'en sortira comme ça. Excusez-moi de le dire un peu brut, mais c'est de la paperasse quand même. Oui, c'est beaucoup de paperasse, effectivement. Mais bon, c'est le droit français qui est le fameux droit français. C'est cela. La prime PEPA, c'est quoi déjà cette prime Macron? La prime Macron. Alors, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, hein, rappelez-vous, hein, qui avait eu naissance, on va dire, après la crise des Gilets jaunes. L'idée, c'est de favoriser le pouvoir d'achat des salariés. Et donc, là encore, on l'attendait parce qu'on a eu un communiqué de presse qui date du mois de mai. On la retrouve dans le projet de loi de finances rectificative pour 2021 déposé. C'est encore un projet en juin. Ouais. Donc ça arrive. Là, il y a un projet de loi de rectificative qui arrive là. Donc ça arrive effectivement. Alors l'idée, c'est que ça reste une prime facultative dans la limite de 1 000 €. Si on fait l'accord basique, sinon ça peut aller jusqu'à 2 000 € si on a un accord d'intéressement ou si on engage des négociations ou qu'on négocie pour valoriser ces fameux travailleurs de deuxième ligne. Alors, c'est ça la petite nouveauté, on va dire, ou la grande nouveauté, ça dépend. Définir les travailleurs de la deuxième ligne. Le pas texte, simple, ça. Ouais, pas simple. Le texte nous dit quand même que ce sont des salariés qui sont en contact direct avec le virus, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont été en contact avec de la clientèle, qui ont travaillé majoritairement sur site cette dernière année. Donc on pense par exemple aux hôtes et hôtesses de caisse, on pense aux agents de propreté. Voilà, ce type de personnel. On n'a pas de liste pour l'instant, mais bon, en général, il y a une circulaire qui suit. Défiscalisé, hein. Oui, exonéré et défiscalisé dans la limite de 1 000 € ou de 2 000 € en fonction du cas. Ce qui n'est pas un surcoût pour l'entreprise. Non, c'est très intéressant. Et c'est bon pour le salarié. Et voilà, et le versement, ça serait du 1er juin 2021 jusqu'au mois de mars 2022. Donc ça, c'est un petit coup de pouce pour le pouvoir d'achat. Un dernier mot, parce qu'il nous reste peu de temps, mais et Dieu sait si ce sujet est important, ce sont les assouplissements du télétravail. Qu'est-ce que dit la loi? Alors c'est le protocole sanitaire surtout qui est mis à jour à chaque fois en fonction de l'évolution sanitaire. Et en fait, ce protocole a été mis à jour donc, depuis mercredi, le 9 juin. Il assouplit considérablement les choses puisque jusqu'à présent, c'était télétravail à 100%. C'est ça. Depuis le 9 juin, ce n'est plus la règle. Avec dérogation de pouvoir revenir une journée, on est d'accord, pour être précis. Maintenant, c'est plus la règle. On renvoie la balle aux chefs d'entreprise. Donc, c'est à eux de négocier. Attention, c'est pas non plus une reprise à 100% sur site, pour les postes qui le permettent, bien évidemment. Donc là, on doit négocier en entreprise pour permettre une reprise progressive sur site. Et la signature d'accord avec les partenaires sociaux pour se mettre d'accord sur un accord de télétravail. Tout à fait. Alors, soit on passe par un accord collectif, soit on passe par une charte validée par le comité social et économique, ou par tout moyen. On peut aussi encore passer par ce biais-là, mais là, l'objectif, c'est effectivement de négocier pour essayer d'organiser, d'encadrer tout ça. Beaucoup d'entreprises ont pris sur des calendriers de 18 mois, et voilà, à la revoyure. Oui, après, sincèrement, ça s'est beaucoup développé, et je pense qu'on va avoir un mode de fonctionnement et d'organisation du travail qui va évoluer aussi avec le temps. Merci Sonia d'être venue sur notre plateau, experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. Tiens, une petite question pour lancer la chronique de Fanny Griesmer. Clim ou pas clim? Ah bah Clim. Eh bien voilà, Sonia et clim. Fanny Griesmer va nous expliquer que dans les bureaux, ça se passe pas toujours très bien. Certains appuient sur la clim, d'autres l'éteignent, parce que c'est mauvais pour l'environnement, parce que évidemment ça nous permet d'avoir des conditions de travail correctes, mais c'est pas bon pour la planète. Fanny Griesmer nous explique tout.